Est-ce que vous aimez la dark romance? Réponse maintenant dans l'épisode de Drapeau Rouge. Générique. Générique. Oui. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp et à mes côtés Guillaume André Petit qui est le Gap. C'est moi. Oui. Salut Florian, comment ça va? Mais ça va, merveille, je me sens comme une fleur qui vient d'éclore. Oh. Je suis une jonquille. D'ailleurs, mon prénom Florian est un dérivé du mot fleur, donc je dis pas ça innocemment. C'est vrai ça? Bah oui, Florian, fleur. Il y a quand même beaucoup de... Genre, tu t'appelles pas Florian, quoi. Enfin, je sais pas, Mais ok, mais je te crois. Je suis une fleur, mince. C'est une fleur, c'est très bien. Pardon. C'est tellement le droit. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nouveau Et oui. par Annelle Jonah, qui est à nos côtés aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un film adapté d'un grand roman. Tout à fait. Quoi de mieux qu'Annelle Jonah, autrice, pour nous accompagner. On le rappelle, Annelle Jonah, vous avez écrit Danse avec tes chaînes, paru aux éditions Fayard et HarperCollins en poche. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Et vous avez coécrit aussi le journal d'un prisonnier de Sarkozy. Non, je rigole. Tu couperas ça, bien sûr. Bien, c'est vrai qu'il est là. Je ne peux pas le confirmer. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer, d'ailleurs. Bah, merci d'être de retour aussi vite, puisque tu étais là dans l'épisode sur Hamnet. C'est vrai, vous pouvez plus vous passer de moi. C'est ça. Mais par contre, on peut se passer de tes recos, puisque maintenant que tu as été invité, c'est plus toi qui choisis le deuxième film. Donc, nous avons... Ma recommandation était tellement naze. Non, elle était super, en plus, Mac Madbaf, j'y repense encore. Vraiment super film. Et aujourd'hui, on va parler donc... comme vous l'avez peut-être compris si vous avez lu le titre de l'émission. C'est juste dans le titre. Voilà, Aucun autre choix de Park Chan-wook et Les Hauts de Hurlevent de Emerald Fennell, deux films d'actualité. Et oui. Voilà. On va commencer par Park Chan. Est-ce qu'on commence par Park Chan-wook? On commence par oui. Tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Très bien. Alors Park Chan-wook, réalisateur sud-coréen, il faut le savoir. Ça, je l'ai appris en faisant des recherches pour l'émission. Il est issu d'une lignée... Ah, j'ai cru que tu venais d'apprendre qu'il était sud-coréen. Je viens d'apprendre. Je pensais qu'il était français, mais... Bah, il a quand même adapté deux... Ah non, bah oui. Enfin, il a adapté Thérèse Raquin pour le transformer en film de vampire pour son film Thirst, Ceci est mon sang. Et là, il a adapté... du Costa Gavras. Bah, techniquement, c'est adapté de... Oui, mais Costa Gavras a adapté le même... C'est ça, ils ont adapté le même roman. Donc Park Chan-wook, comme je le disais, qui est issu d'une lignée, une dynastie de nobles sud-coréens qui remonte jusqu'au XVe siècle. Donc on est sur du grand bourgeois. Enfin, pas bourgeois justement, mais la grande noblesse devenue bourgeoise, parce qu'après il a fait de très grandes études. Il a fait des grandes études dans les prestigieuses universités sud-coréennes. Il s'est d'abord intéressé à la peinture, figurez-vous. Finalement, il s'en est désintéressé puisqu'il n'avait pas la technique. Il devient ensuite cinéphile grâce à une... non, bah... grâce... Bah, tu vas être moins soulagé quand tu vas savoir grâce à quoi. C'est la présence militaire américaine à l'époque, dans les années... entre la guerre Corée du Nord, Corée du Sud, il y avait une chaîne de télé qui avait été créée pour les soldats américains qui restaient en Corée du Sud et qui passaient du coup des films américains. Et ils découvrent le cinéma grâce à ça. Donc, comme Bong Joon-ho par ailleurs. Les deux ont découvert le cinéma américain très petit grâce à cette chaîne. Le soft power états-unien dans sa... Donc, dans sa là, il a dû découvrir le S. J'ai pas eu le S-word. J'ai pas eu plus, peut-être, mais en tout cas, son film le film qu'il a vraiment lancé dans la cinéphilie, c'est Vertigo de Hitchcock, qu'il a un petit peu adapté avec Decision to Live qui ressemble beaucoup. Il fait son premier film en 1992, qui est un très mauvais film. Ses deux premiers films d'ailleurs, en 92 et en 97, qu'il essaye d'enterrer. Il ne veut pas que les gens les voient. Il les renie complètement. Ils sont disponibles sur YouTube. Pardon, quoi? Non, mais tu dis qu'il les renie et tu précises qu'ils sont disponibles sur YouTube. Bien sûr. Je pense qu'il va pas vouloir écouter le podcast. Ben non, mais après, c'est pas... On n'est pas là pour avoir une filmographie parfaite, c'est intéressant justement de voir... Je comprends pas cette truc de vouloir cacher...
Ouais, je les Non, comprends. Moi. Non, non. Non, non, Parce que tu n'as peut-être pas fait des trucs qui méritent d'être cachés, je peux te dire que je comprends totalement Park Chan-wook. Il y a des trucs que j'aimerais effacer de l'internet. Enfin bref, son vrai premier film techniquement, le vrai premier film qu'il fait connaître, c'est en 2000, GSA Joint Security Area, qui parle justement de la guerre Corée du Sud, Corée du Nord, que j'ai vu, qui est un film que j'adore, qui est un super film, que je vous recommande vraiment. Très bien. Ça parle de soldats sud-coréens et nord-coréens qui vivent ensemble, enfin qui sont à 100 mètres l'un de l'autre vu qu'ils gardent les frontières. Et en fait, va naître une amitié entre... C'est Joyeux Noël avec Guillaume Canet. C'est totalement Joyeux Noël avec Guillaume Canet. Sauf que... Et Danny Boone. C'est un... Et Danny Boone. Ben oui, évidemment. Bien sûr. Mais... Mais c'est un super film que je vous recommande en tout cas. Ensuite, il y a la trilogie de la vengeance, 2003, La Consécration, Grand Prix à Cannes, décerné par Quentin Tarantino. On va en parler dans chaque épisode, je pense. J'en peux plus. Moi aussi. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Nous ne parlons plus de Quentin Tarantino dans le podcast. C'est fait. Ça devient le T-word comme le S-word. Mais donc Old Boy, qui est le film qui le fait exploser et qui met un petit peu le cinéma sud-coréen sur la carte, puisque à partir de là, il va y avoir un vrai engouement autour du cinéma sud-coréen. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, vont éclore Bong Joon-ho et Kim Ji-woon aussi, qui avait réalisé notamment I Saw the Devil. J'ai rencontré le diable, qui est un super film, qui est toute cette espèce de nouvelle vague de cinéma sud-coréen, très inspiré du thriller américain, qui va beaucoup plaire au public occidental dont je faisais partie, qui sont des grands classiques pour les gens de ma génération. Si vous nous écoutez, les 96, là... Eh oui. Alors, est-ce que vous êtes là, les 96 ? Vous êtes là ? Si vous êtes là, mettez un petit commentaire. Bien sûr. Mais donc là, on est en 26, pardon. 26, ouais. Et il adapte le roman Le Couperet de Donald Westlake. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Costa Gavras l'avait déjà adapté avec José Garcia. J'ai pas vu. Tu l'as vu, toi ? Non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu, Le Couperet. Bah, c'est bien dommage. Je sais pas. Et à la place de José Garcia, on a Lee Byung-hun. Lee Byung-hun, ça se dit, je pense. Je sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires. Qui joue dans Squid Game. J'ai appris que c'était lui dans Squid Game. Donc il y a une gigastar finalement. Incroyable. Mais il est super cet acteur. Il est super, oui. Non, j'ai pas. Squid Game, j'avoue, c'est pas. Il est super. Et il jouait du coup il jouait dans GSA aussi et dans I Saw the Devil. C'est là où je l'avais vu. Mais donc ce film, qu'est-ce qu'on en pense ? Park Chan-wook qui revient après Decision to Live. Ça commence à faire longtemps qu'il est dans le game. Là, ça va faire plus de 20 ans qu'il fait des films. Donc c'est un peu un vétéran. Une longue carrière, beaucoup de films. Mais qu'est-ce qu'on en pense de ce... Alors, tu veux commencer ou je commence ? Allez, le Gap ouvre ce bal. Je débute. Déjà, moi, par rapport à Monsieur Wook... Monsieur Wook, c'est le premier film que je vois de Monsieur Wook. Arrête ton chat. Et si, je l'annonce aujourd'hui. C'est dingue. Je n'ai jamais vu auparavant, je n'ai jamais vu d'autres films de Park Chan-wook. Donc c'est une découverte. Bah l'info est folle. L'info est folle, mais voilà, il y a d'autres cinéastes sud-coréens qui sont... Oh purée. bien plus intéressants. Non. Désolé. Il fallait bien que je place bien sûr, notre cher HSS. Mais eh ben écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Ok. Alors, pourtant, au moment où je suis sorti de la salle, j'étais un peu plus mitigé. Ouais. Parce que là, on est quand même sur une forme de cinéma assez spéciale, sur une mise en scène assez spécifique. Oui, c'est Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, beaucoup de choses différentes. Ouais. Et je sais pas, je trouvais, et ça je le trouve peut-être encore un peu, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment au bout de ses idées sur les sujets dont il veut sur parler. Le fond, tu veux dire. Sur le fond. Mais le film a un peu grandi en moi depuis que je l'ai vu, et j'ai tendance à un peu plus apprécier. Ok, d'accord. Voilà. Et je sais pas, du coup, si cette richesse d'idées en mise en scène et ce thème qui est exploité dans ce film, si c'est habituel chez le cinéaste, mais tu me le diras. Mais... Pour rappeler vite fait l'histoire, donc c'est un homme qui se fait virer de son taf
qui est un homme plutôt petit, bourgeois, cadre, Ouais, c'est oui, qui a qui a une vie de famille, une belle maison, une belle voiture, une bonne situation, qui se fait licencier, se retrouve au chômage, et pour retrouver un travail, décide d'assassiner tous les concurrents probables Tu vois, à par son exemple, futur emploi. ce truc pendant le film, je trouvais ça un peu limite grotesque sur l'idée. Oui. Je peux pas y croire, ce truc. Ouais, Mais quand on pense au film de plus en plus après, ben je pense qu'il fait exprès de pousser les limites du possible. ouais. Rien que la première scène, la toute première séquence, du coup ils sont en famille là, quand ils sont tous en Oui, train oui, de, oui. de faire un câlin au soleil. Ouais. Il y a un truc dans la mise en scène déjà où tu vois que c'est presque une parodie. Enfin, il y a un truc, particulier. C'est un peu le côté, je disais que c'était... Faut que j'arrête C'est horrible de s'écouter en podcast parce qu'on entend tous nos tics de langage. Ouais, non, ça c'est. Et je n'en peux plus de Moi, j'ai m'entendre dire l'impression que ce côté, vraiment, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai dit ce côté Moi, j'ai depuis l'impression le que j'ai un début tic de de langage différent à chaque épisode. C'est très particulier. C'est Mais impossible à soigner. C'est catastrophique. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Mais donc cette première scène, justement, ça montre un peu l'aliénation du côté... Oh non, j'ai redit côté. Mais ça montre justement ce bonheur factice. Le fait qu'ils disent... il ramène toute sa petite famille en disant je suis comblé parce qu'il a sa maison, il a son barbecue, il a ses 2 enfants. Donc il y a un peu cette lumière artificielle et cette pour montrer que c'est un peu factice et surtout que ça tient à rien, quoi, que c'est un peu un fantasme, un rêve, une histoire qui se raconte qui tient à rien. Et la preuve, c'est que en fait, il le sait pas, mais l'anguille qu'on lui a envoyée pour qu'il la cuisine et qui est une sorte de cadeau de son travail, c'est en fait un message pour lui dire t'es viré. Et c'est son voilà quoi. Oui, de toute façon, il y a l'anguille, il y a aussi le thème du serpent qui Ouais, le reviendra serpent. pour d'autres raisons. Mais j'aime aussi le fait que, avec la perte de son travail, il accentue sur le fait de la perte matérielle. Mm. On le voit, du coup, il y a une séquence à un moment donné où c'est la mère de famille qui dit bon, on va devoir se débarrasser de ma voiture, de ça, de ça. D'ailleurs, le placement de produit pour Netflix à ce moment-là, c'est. Ah ouais. On parlait du placement de produit Burger King dans Ouais, c'est moins pire, c'est le moins pire. Kogonata. Ah, je sais pas si c'est moins pire. Hein. Il y a le tout doux. Bah, Ah ouais, parce que le gamin qui repart avec la tablette et le tout doux. oui. Et après, 5 minutes après, il y a de nouveau une blague là-dessus. Non, mais genre après- vraiment la pire perte matérielle, c'est l'abonnement Netflix. Oui, mais après, je trouve qu'il y a quand même un... Mais encore une fois, on est peut-être dans le truc d'accentuer Oui, le et puis truc, non, mais moi je trouve que c'est quand même une vérité, enfin une vérité non, mais une représentation aussi de la société, parce que la société sud-coréenne, qui est quand même une société très très capitaliste, qui est même plus c'est plus les états-unienne que les États-Unis Ah eux-mêmes, bah, évidemment. vu que c'est un peu les enfants des États-Unis contre la Corée du Nord. Ils ont même participé à la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est un peu montré dans le film, là où dans parce que du coup le personnage principal va se mettre à assassiner ses comment on dit Ses concurrents. voilà ses concurrents avec l'arme de guerre de son père qui était soldat au Vietnam, là où dans le roman original le personnage le fait avec l'arme qui a servi contre les nazis. Donc il y a un rapport aussi à cette histoire-là et à montrer, toute cette première scène aussi, c'est de montrer comment la famille est totalement aliénée dans cette vie capitaliste petit bourgeois, en fait, complètement à côté du monde réel. Et moi, du coup, c'est pour ça que j'achète un peu le côté, le placement de produit Netflix, je le trouve pertinent parce que oui, je pense que dans ce genre de famille, tu dis, je coupe peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, Netflix ou un autre abonnement, je pense que ça peut être un drame pour un ado, quoi. Donc j'y crois, je trouve ce placement de produit assez pertinent, finalement. C'est pas le pire, quoi. Mais Annelle Jonah, autrice, Oui. on a entendu le gap. Votre avis général sur le film, quel est-il ? Mon avis général, j'ai plutôt bien aimé. Ok. Et j'ai acheté le fait que ce père de famille allait tuer ses concurrents parce que
ça montre vraiment à quel point on devient fou à cause du capitalisme. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené parce que on voit vraiment son chemin de pensée. Il y a plusieurs moments au début où il hésite. Le premier meurtre, il prend quand même assez longtemps et c'est même pas lui qui le fait au final. Oui, et puis même il y a le moment où il essaye, où il est sur le toit et il porte qui est l'affiche du film là, où il porte le pot de fleurs et où il veut le faire tomber sur la tête du mec qui est en dessous et il y arrive pas et ça tire en longueur et cette scène elle est assez belle je trouve justement parce que oui on a le personnage qui arrive pas à se rendre à, donc je trouve que c'est bien quand même, il a assez étiré. C'est pas non plus une fable d'un mec qui va switcher et qui d'un coup va se mettre à tuer tout le monde et je trouve qu'à chaque fois c'est un peu de plus en plus dur pour lui c'est toujours aussi dur en tout cas de tuer. Et c'est vrai, oui, tu parlais de cette scène où c'est même pas lui qui va commettre le meurtre finalement. Et elle est très très drôle, la scène juste avant où la musique est à fond et où ils essayent de discuter. Oui, totalement. Moi, je pense que c'est d'ailleurs la meilleure scène du film. J'ai adoré cette film où on n'entend pas vraiment la discussion, on l'entend vraiment très peu. Et t'as le bruit de la musique, donc c'est dans une pièce où un mec, qui est un des concurrents du coup du personnage principal, et c'est une pièce où le mec s'enferme pour écouter des vinyles à fond. Et du coup, il va y avoir une scène à ce moment-là. Et pour moi, c'est peut-être ma scène préférée. Elle est incroyable. Ouais, je la trouve vraiment très bonne. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'à force d'espionner son concurrent, il a créé des liens avec lui. Et il essaye à ce moment-là de lui faire comprendre, mais pourquoi est-ce que tu ouvres pas un truc parce de vinyle ? Il l'espionne et il entend une dispute que le personnage a avec sa femme et du coup il lui ressort, il lui dit mais tu devrais plus écouter ta femme, elle a raison, tu devrais monter un café, c'est une super idée. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un vrai truc sur les personnages sont vraiment, il y a un rapport très étrange avec le papier. Oui. Ils ont un rapport très étrange avec le papier, qui est donc l'entreprise pour laquelle ils travaillent, Papyrus, je crois, qui est une entreprise de papier. Et ils sont tous comme ensorcelés par ils sont tous... C'est leur vie entière. Ouais, c'est ça. Et au début du film, il y a aussi cette scène où donc du coup le personnage apprend qu'il va y avoir des licenciements et où il révise un petit peu son monologue pour défendre sa cause auprès des patrons états-uniens, justement. Et où il arrive, donc il répète tout un monologue de 2-3 minutes, et il arrive pour le dire au patron, et en fait, il a même pas le temps de dire 2 mots. Le patron lui dit, on n'avait pas le choix, au revoir, il lui claque la porte et il s'en va. Et il dit un truc aussi, oui, les ouvriers qui sont amoureux de leur machine, ou ce côté fierté, je dis ce côté fierté ouvrière qui est à double tranchant toujours. Je suis un peu ouais, il y a quand même le côté très aliénant là-dedans de toute façon. Donc c'est ça, c'est qu'en fait c'est toute leur vie. Ils sont, comme tu disais sur le papier, ils sont tous aliénés par ce truc de papier finalement. Ils sont tous mais limite c'est un rap érotique quoi. Ils sont amoureux quoi. Totalement. Le mec le premier concurrent qui va aller assassiner. Vraiment, il en parle. Il a même séduit sa femme comme ça en lui disant tes lèvres sont aussi douces qu'un papier calque, je sais plus de quelle marque. Mais il y a un truc particulier. Mais ça, c'est très. Tu le disais tout à l'heure, le Gap, tu demandais si ça revenait souvent dans les films de Park Chan-wook. Le contexte socio-politique est tout le temps, on va dire, présent en fond. Il a rarement traité comme ça, aussi frontalement. Par contre, il y a un truc qui fait souvent surtout dans ses derniers films, c'est et là il est un peu moins, mais ce côté rapport érotique à la matière et au bruit. Tu vois, la scène où il se fait mordre par un serpent et que la femme lui suce le venin de la cheville. Tu vois, on entend vraiment les bruits de bouche, c'est vraiment un truc un peu sensuel de ça. Et ça, Park Chan-wook, surtout dans Mademoiselle, que je considère comme son chef-d'œuvre. Mademoiselle et Decision to Live, ces 2 films d'avant, pour moi, sont ses chefs-d'œuvre. De très loin, c'est vraiment ses plus beaux films. Et je vais venir à mon avis général. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu déçu. C'est que je trouve qu'il avait atteint un certain niveau
à partir de Mademoiselle, où je m'étais dit, ah ouais, là, il fait vraiment des films. Il a un peu abandonné tout ce maniérisme, ce rapport un petit peu, enfin pas bébête, mais euh, puéril à la vengeance, à la violence et tout. Et là, je trouve qu'il retombe un peu dans ses travers de temps en temps, dans certaines scènes, où c'est un petit peu Park Chan-wook qui s'amuse à faire ses mouvements de caméra, à faire un peu des trucs très ostentatoires, à faire des plans. Ça m'a plu, mais je trouve... J'avoue, les plans superposés, j'ai moins aimé. les plans superposés dans Decision to Live, c'est incroyable. Ok. Parce que ça sert la narration et qu'il y a tout un truc Decision to Live, c'est un petit peu son remake de, comme je disais dans l'intro, de Vertigo. Donc il y a ce rapport avec un personnage qui disparaît, qui est là mais qui est pas là, qui va se réincarner ou non. Et donc du coup, on a des plans qui vont s'imbriquer pour rappeler. Enfin, c'est incroyable. Et là, je trouve qu'il utilise un peu en gadget. Après, c'est peut-être un pas de côté dans sa filmo. Tu vois, quand t'es réalisateur, quand tu fais des films, t'es pas tout le temps obligé de faire des gros films de temps en temps. Tu peux faire un film pour te faire un kiff. Évidemment. Et là, je pense que le film est un film de divertissement. Par contre, alors, il y a, par rapport au divertissement, il y a beaucoup de comédie dans ce film. Oui, totalement. Énormément de comédie. Mais ça, toujours, encore une fois, il y a toujours... Mais c'est très, finalement, le cinéma sud-coréen est très... Non, tu pouvais continuer. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est que le cinéma coréen, c'est assez burlesque. Ça parle du drame à la comédie, d'une scène à l'autre. Et aussi, pour revenir au sujet des plans, et c'est vrai qu'il y a une précision, on va dire, assez chirurgicale au niveau des superpositions que j'ai bien aimé au début. Et puis après, à partir d'un moment, c'est vrai que ça lasse un petit peu. Oui. On se dit évidemment, encore une autre transition, notamment quand à un moment, il creuse un trou et on voit sa femme qui tombe dans le trou, ce qui est intéressant théoriquement. Oui. Mais voilà, c'est un peu beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un peu grossier. Mais après, j'ai bien aimé aussi le côté... En fait, ce qui était bien dans cette scène, avant qu'il fasse sa superposition, c'est qu'il y avait un petit peu cette métaphore de il creuse sa propre tombe. Donc c'était bien. Et ensuite, il y a la superposition de la femme. Je dis, on avait compris, c'était sa propre tombe, c'était la tombe de sa famille. Enfin, on a capté. Merci, Park. mais voilà, donc moi, j'étais un petit peu déçu. Je sors de la séance, donc j'ai pas pu encore trop laisser le film décanter en moi. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé réellement. Une chose est sûre, c'est que le film est... Finalement, parce que j'allais dire... le film est divertissant, mais quand même prend son temps. Ah oui. Je trouve que le début, la première heure, on met du temps à arriver au début de l'intrigue. Ce qui m'a quand même aussi plu, c'est que au début, quand je vois le pitch, moi, c'est film un petit peu programmatique où on dit il va assassiner ses concurrents. Et donc, du coup, tu te dis, bon, je sais un petit peu ce qui va se passer. Ça va être un meurtre. Je trouve qu'il tombe pas dedans parce que justement, il arrive toujours à faire des pas de côté, à trouver des intrigues annexes ou à se concentrer des fois sur sa relation avec sa femme plus. Donc on n'est pas dans la programmation. Oui. Au final, il y a que 2 meurtres. Enfin 3. Mais je veux dire le troisième, ce n'est pas vraiment. Enfin. Oui, il arrive à twister. J'ai pas vu le film de Costa Gavras, j'ai pas lu le roman non plus. Je sais pas comment ça se passe dans ces œuvres-là, mais en tout cas, je trouve que là, il a réussi à twister assez intelligemment le pitch qui me faisait un peu peur. J'avais un petit peu peur de voir un film qu'on voit venir, et au final, il y a quand même des trucs intéressants. Et au final, le sujet, ça reste. Quel est-il ce sujet? Quel suspense? Et au final, le sujet, ça reste une histoire de l'aliéné qui devient aliénateur. C'est ça. Et je trouve que pendant tout le film, il va pas assez loin dans. Et global, j'aime plutôt bien la fin. Ouais, la fin est bien. J'aime bien la fin où il est il est de retour dans une usine. Et en fait, il est tout seul parce que aujourd'hui, il y a plus de. Oui, il y a plus d'ouvriers. Il y a plus d'ouvriers. Tout se passe. Automatiquement. Ouais. Cette scène est particulière, mais j'ai plutôt apprécié. Et puis c'est aussi ça montre un système qui est en fin de vie. Au-delà de, parce qu'en fait, on se demande jusqu'où
En fait, jusqu'où créer de la précarité, à un moment donné, s'il y a que des gens précaires, en fait, jusqu'où ça va aller. Et cette scène où, à la fin, il est dans cette espèce d'entretien d'embauche, où il comprend qu'en fait, il n'y a plus d'ouvriers, qu'il y a de moins en moins de gens. Et donc, il y a un côté, la loi du plus fort et le dernier survivant, quoi. C'est-à-dire que là, il a dû tuer 3-4 personnes. Mais en fait, dans 5 ans, ce sera son poste qui sera resupprimé. Mais Et ce sera... on sent que c'est une victoire amère aussi pour le personnage principal parce que il a passé tout le film à être entouré. Et là, d'un coup, il se retrouve seul dans sa voiture, dans un embouteillage où il est entouré de bruit. Puis après, il est dans l'usine, seul, complètement seul, pendant que sa famille, ils sont tous ensemble. Sa petite fille qui enfin joue devant sa mère. Et lui, il est entouré de ce bruit cacophonique. C'est pas une vraie victoire. Mais il n'avait pas le choix. Oui. Parce que du coup, il y a la question de... Enfin, il y a quand même cette question qui est le titre du film, c'est sur le fait de pas avoir le choix. En tout cas, de penser qu'on n'a pas le choix. Lui, il pense qu'il n'a pas le choix de tuer ses concurrents pour retrouver un semblant de vie, sa vie d'avant, donc qu'il puisse rester dans sa maison, qu'il puisse avoir les voitures, qu'il puisse avoir sa fille qui a ses chiens, bon bref. Et il y a tout ce truc de choix pendant tout le film qui est intéressant. Il y a l'un des patrons états-uniens au tout début du film qui dit tout simplement oui, j'ai viré des gens, j'ai pas le choix. Oui, on n'avait pas le choix. Ouais. Et il y a ce truc de pendant tout le film, j'ai pas le choix, mais bah en fait c'est le capitalisme qui fait que c'est ça, c'est que le système est ainsi fait que c'est ça. Il est obligé de diviser pour survivre. Et j'ai trouvé assez intéressant. Je trouve intéressant que ce soit aussi le titre du film là-dessus. Oui, c'est clair, c'est un très bon titre. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Annelle, tout à l'heure aussi, sur le fait qu'il apprenait de ses victimes. Et il y a aussi... Enfin, ou en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il se nourrisse un petit peu de ses concurrents. Parce qu'en fait, à chaque fois, il va les... Donc à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il prend un petit peu de leur personnalité, il prend un petit peu de leur réplique, il se métamorphose il prend un peu de ce qu'ils étaient. Et j'ai trouvé ça très beau de ce moment où il leur prend la vie, mais où du coup il veut quand même les faire exister parce que il veut pas le faire vainement, et du coup il essaye quand même de... Ouais, à un moment donné, il sort vraiment la réplique mot pour mot à sa femme, la réplique que son concurrent avait dit sur le fait que je peux pas vivre sans le papier parce que... Oui. Il sort exactement la même réplique. Et il lui parle des vinyles. Oui, c'est ça. Alors que... Donc c'est intéressant. En fait, c'est... Parce qu'en même temps, ça peut être que... On peut le voir comme s'il avait absorbé ses victimes, comme s'il voulait encore les faire survivre, ou... que lui est une espèce de page blanche un peu totalement aliénée et qui du coup n'a pas vraiment de personnalité et en fait se calque un peu sur... En fait, il veut garder ce travail parce qu'il y a la pression familiale, la pression sociale, mais lui, est-ce qu'il veut vraiment, tu vois, c'est... Il y a tout ça qui se joue aussi dans le film, mais ouais, c'est un film assez riche au final. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il parle avec ses victimes, c'est qu'il a des vraies conversations où il suggère des solutions pour eux. Donc pour la première victime, il lui dit « écoute ta femme ». Pour la dernière, il lui dit « est-ce que tu peux pas parler avec tes collègues et demander un deuxième manager ?» Mais il apporte toutes ces solutions et il voit pas que lui aussi, il a d'autres choix, qu'il n'est pas obligé de les tuer. Mais parce qu'il a personne à qui parler aussi. Le film montre aussi l'individualisation de la société qui fait que si ces personnes-là communiquaient, au début du film, c'est montré très rapidement où ils lui disent on comprend en gros qu'il y a un deal entre les ouvriers et les patrons du fait qu'on fait pas de syndicat, mais on est embauché à vie. Donc il n'y a pas de licenciement. Bon, ça, évidemment, c'est une très mauvaise idée de faire des deals sans contrat avec ses patrons. Je sais de quoi je parle par ailleurs. Je ne t'oublie pas, Sébastien.
de Adrexo, voilà, et qui m'avait promis le name drop. qui m'avait promis un licenciement à l'amiable et j'ai galéré pendant des mois sans aucune ressource. Donc voilà, on s'était serré la main. Signer toujours signer des contrats les enfants. Ou de tracer par mail, toujours. Exactement. Et mais bref, donc du coup on comprend qu'il y a ça et j'ai perdu mon fil de pensée. Et oui, c'est ça. Donc il n'y a pas de syndicat, ce qui fait que les ouvriers communiquent très peu entre eux. Oui, tout à fait. Et les gens ne parlent pas entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, si tous ces concurrents-là s'étaient parlé, écouté ou qu'ils avaient discuté, peut-être qu'il y aurait pu avoir quelque chose qui se mette en place entre eux pour faire en sorte que ça change ou pour initier des mouvements sociaux, ce genre de choses. Mais en fait, personne se parle et ils sont tous... je pense que c'est aussi un truc d'homme dans la société sud-coréenne où il y a cette espèce d'injonction à tu dois nourrir ta famille, être le patriarche, ne pas montrer tes émotions et tout, qui crée... qui met alors que sa femme est à l'écoute, sa femme va reprendre le travail finalement. C'est ça. Mais il y a aussi sur ce truc d'individualisation. J'ai l'impression que par la mise en scène aussi, à chaque fois qu'il montre une des maisons, ouais, c'est toujours un peu au milieu de nulle part, vraiment. Oui, il montre de la sorte que ça soit loin de tout le monde. Ouais. Et que ce soit vraiment très, très à l'écart. Donc il y a, je pense ça aussi là-dessus. Parce que c'est aussi, c'est une socialisation bien distincte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des ouvriers, on est sur des cadres, on est sur des hommes qui ont des prétentions salariales et des prétentions de travail, qui sont quand même, qui sont des cadres tout simplement. Et du coup, c'est encore pire. Parce que, c'est-à-dire que eux sont censés être les gagnants du capitalisme. C'est-à-dire que eux, ils ont, tu vois, la scène d'intro dont on parlait tout à l'heure, la scène du début. En fait, c'est ça le rêve capitaliste. C'est ta petite maison, ta petite famille, ton chien, le barbecue, la voiture, et rien ne peut te rendre malheureux. Alors qu'on comprend plus tard que, en fait, son fils, c'est un fils adopté d'un premier mariage. On comprend que c'est un peu dramatique la vie de sa femme. Sa fille, elle a du mal à communiquer. Elle est quelque part sur le spectre de l'autisme, je pense. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de dissonance dans cette famille, pourtant qui avait l'air si parfaite au début, mais qui se raconte cette histoire parce que le capitalisme leur donne à manger et les maintient dans un espèce de confort de vie. Sauf que le capitalisme a atteint un tel niveau de précarité que maintenant, même les cadres, les gens un petit peu plus haut placés, vont souffrir de ça. Et maintenant que c'est plus que les ouvriers, ça devient un problème. Et on voit aussi... Je dis ça ironiquement, pas. Oui, oui. Mais on voit le contraire de cette vie. Quand la mère suggère il faut qu'on trouve un appart, et là la vie collective est présentée comme un cauchemar. Et donc on voit vraiment la différence entre les petites maisons toutes isolées et puis les immeubles où tout est écrasé. Ça, c'est parce que c'est aussi c'est aussi la Corée du Sud. En fait, tout est hiérarchisé. Enfin, c'est pas que la Corée du Sud, mais c'est plus exacerbé là-bas où t'as vraiment, parce que c'est un plus petit pays déjà, donc où t'as vraiment les quartiers ouvriers, si on peut parler comme ça, où c'est vraiment des immeubles où on parque un peu les gens. Et pour lui, c'est un cauchemar de se retrouver là-bas. Le déclassement est son pire cauchemar. Toute l'histoire du déclassement qui fait que qu'il est plus dans son confort, qu'il a peur de plus se retrouver dans son confort, et c'est ce qui l'amène du coup à tuer. Mais bon, cette histoire de tuer ses concurrents, encore une fois, je l'ai dit en préambule, j'y crois pas. Mais après, c'est voilà. Écoute. Mais je comprends pourquoi il le fait. Enfin, je comprends pas lui. Non, je comprends pourquoi Park Chan-wook montre ça. Voilà. J'allais te dox, mais non. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le film ? Tu peux. Non, mais on l'a déjà fait. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur le film ? Juste la scène où le premier meurtre dont on parlait tout à l'heure, qui est la meilleure scène du film, qui est là, enfin, c'est drôle, c'est bien filmé, il y a une tension dramatique en même temps,
tout le monde, enfin, c'est super. Je voulais juste citer le morceau qui est Red Pepper Dragonfly de Cho Young-pil. Oui, que je vous recommande, c'est super. exceptionnel. Je l'ai écouté en sortant de la salle, je me suis jeté sur le pour savoir quel était ce Exceptionnel morceau. morceau. Et même les paroles, en fait, c'est cool d'avoir traduit. Oui. D'avoir traduit les paroles parce que les paroles parlent. Enfin, ont un sens avec, avec tout ce qui se passe. Et non, c'est cool parce que voilà, j'ai bien fait d'attendre d'en parler. Parce que quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu déçu. Mais en fait, c'est vrai que le film est très très riche et qu'il y a tellement de C'est ça, couches. c'est pour ça que moi, c'est en y repensant. Ouais, c'est ça, c'est que à chaque fois, il y a toujours 2 ou 3 trucs qui se jouent. C'est pas aussi incroyable que Mademoiselle et Decision to Live, qui pour moi, je le répète, sont des... Et je vous encourage, et quand je dis vous, je dis le Gap, je t'encourage Totalement, vraiment évidemment. à les regarder parce que c'est incroyable. Mais... Mais pas si mal, ce Parasite Ouais. 2. Ah non, mais non, pas Parasite. Je rigole. Je blague parce qu'évidemment, il y a eu Tout le monde. tout le monde. J'ai écouté 2, C'est- 3... C'est la suite de Parasite. Ah, mais ça ressemble à Parasite. Ça ressemble à Parasite. Ah, ça vient de... C'est Corée du Sud, ça parle vaguement de classe, c'est Parasite. Alors que ça n'a rien à voir. C'est un enfer. C'est pas du tout le même milieu. Mais en fait, les gens... Pardon, à chaque fois je pousse un... Mais là, je suis énervé. Parce que c'est important à un moment donné, tu regardes Je un film... savais, il faut- je savais que je mettais une pièce. Mais oui. en faisant ça. Non, mais tu sais ce que tu regardes. L'origine sociale de la famille dans Parasite n'est pas la même que dans aucun autre choix. Déjà, premièrement, ça n'a rien à voir. On parle d'une famille prolétaire qui vit littéralement dans un sous-sol à côté d'un cadre qui se retrouve déclassé et qui a de l'argent de côté, qui a une famille, enfin bref. Donc ça n'a rien à voir. On n'a C'est pas, pas du tout. on n'a pas de prolétaire dans ce film. Mais il y a pas de prolétaire dans ce C'est- film. Voilà. Le seul moment, c'est On n'est comme pas tu sur disais, le même, Annelle, c'est le moment où il cauchemarde sur la vie en banlieue et qu'il Oui. voit des immeubles. C'est le seul moment où on voit des. Sinon, ils sont complètement invisibilisés, mais dans. C'est ça. Et c'est le choix du Il n'y a film. même c'est aucune rencontre avec rien. Il y a rien. rien. Mais Mais c'est sud-coréen. M'obligez pas à dire que vous êtes raciste parce que voilà. Mais ça me. Bref. Enfin, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Oui. ça, on va pas se mentir. Ou alors voyez plus de films encore une fois. Oui, regardez Démon Sankso. Allez. On passe à la suite. Tu dis allez comme si ce qui suivait allait être reposant. Sauf que C'est un enfer. ce qui suit. Là, Ce qui c'est- suit, les amis ES. On va parler maintenant tout de suite de Hurlevent, Wuthering Heights de Emerald Fennell, adapté du célèbre roman de Emily Bronte, qui a été adapté plusieurs fois à l'écran. J'ai noté 2 adaptations rigolotes. Une de Jacques Rivette. Bah oui. Jacques Rivette a fait Hurlevent, que j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus, mais oui, oui. Et Louise Buñuel a adapté Ah ouais. Hurlevent. Je l'ai regardé hier soir. Ok. Et c'était très bien. C'était vraiment très bien. C'est pas du tout la même adaptation, ça se passe au Mexique, donc il a totalement délocalisé, il a changé Il a pas mal pas de le- choses. Je pense qu'il a mieux compris. Il se dit pas. Enfin, il dit pas, tiens, moi j'ai lu le livre à 14 ans et je vais retranscrire ce que j'ai lu quand j'avais 14 ans. Non. c'est pas, ok. Il s'est pas dit non Merci, plus. monsieur Brunel. Tiens, si je faisais moi-même les edits TikTok des acteurs, plutôt que de laisser les gens faire le montage, si je les mettais direct dans le film, comme ça ira plus vite. Il s'est pas dit ça, Buñuel. Et je pense que Rivette non plus d'ailleurs. Non. Mais. Et il y a André Arnold aussi qui l'avait adapté. Et je pense Ah. pas qu'elle se soit dit ça non, Non, plus. je pense pas non Et plus. je l'ai pas vu pour le coup. Je voulais le voir parce qu'en plus André Arnold, je suis vraiment fan et elle est super. Donc je suppose que le film est bien, mais je ne peux pas vous dire. Personne l'a vu dans cette pièce. Non. Personne l'a vu dans cette pièce. Mais je sais pas pourquoi, là je pense. Vas-y. Petit instant qui a rien à voir. Mais vas-y. Rien à voir. Hommage à Wiseman quand même, qui nous a quittés. Oui, c'est vrai. Hier ou avant-hier, Ouais. au moment où on enregistre cet épisode. Voilà. Juste ça, ça C'est n'a rien à vrai, voir Fred avec ce Wiseman, qu'on nous purée. discutait, mais ça a évidemment rien à voir avec ce qu'on va discuter. mais Ça, c'est peut-être les antipodes, je pense. oui. Mais voilà, on a perdu des gens là quand même ces derniers temps. C'est vrai que là, ces derniers jours, il y a Tom Noonan aussi Ouais. qui est mort, qui Ouais, jouait ouais. dans Synecdoche New York. C'est vrai. Qui était un grand acteur de théâtre notamment et qui avait réalisé aussi un film que j'ai pas vu mais qui avait l'air super, un espèce de huis clos que je pense je vais me dépêcher de regarder. Donc voilà, juste
Rendons hommage quand même. Ah, bien sûr. Et regarder ces films, évidemment. Ça, Fred Wiseman, il y a de quoi faire en plus. Hein, Oui, je suis très loin d'avoir tout vu. Ah oui, moi aussi. Mais oui. Mais Welfare m'avait bien, si je peux recommander. Bien sûr. Welfare est exceptionnel. Voilà, fin de la parenthèse, et maintenant Hurlevent. Et maintenant, Emerald Fennell, parce que j'ai préparé quand même une petite intro pour savoir de qui on parle. Eh bien, figurez-vous que Emerald Fennell, actrice et autrice britannique, qui avait écrit 2 livres, dont un roman pour enfants et un roman d'horreur en 2015 qui s'appelait Monsters, que je n'ai pas lu évidemment. Elle se fait connaître. Déjà. De quoi ? Titre intéressant, original. Oui. Pardon. Non, mais tu veux bien le souligner. Elle se fait connaître en tant qu'actrice. Elle jouait dans la série. Et là, je fais un petit shout-out à Virginie Violino qui nous écoute, ma mère. Call the Midwife, qui est. Je sais que ma mère regardait cette série. Okay. Et The Crown, dans la saison 3 et 4. Elle jouait dedans. Ah, oui. Ensuite, elle devient scénariste en chef, donc head of. La chef des... Pourquoi je me suis embourbé. Tu t'es embarqué dans je me suis embarqué dans un truc que j'assume plus. Je te laissais y aller tout seul, là. Voilà, j'abandonne. Elle est scénariste en chef de la série Killing Eve. À partir de la saison 2, elle remplace Phoebe Waller-Bridges. Le regard de Annelle, je pense que ça se sent. Ouais. Et elle réalise son premier film en 2020, Promising Young Woman, qui lui vaut l'Oscar du meilleur scénario original. Alors, j'aime plutôt bien Promising Young Woman, mais donner un Oscar pour le scénario, je pense que c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Oui, bon. Voilà. Parce que c'est vraiment la pire chose. Je trouve que vraiment. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, parce que Promising Young Woman, ça restait, à mes yeux, un bon film. Elle a commis ensuite l'horrible Saltburn. Mais alors ça... J'ai pas vu, mais... Vous aimiez les edits TikTok de Hurlevent, vous allez adorer les edits TikTok de Saltburn, mais là vraiment c'est encore pire. Du coup, je me suis souvenu que quand c'est sorti, il y a quand même beaucoup de monde qui avait parlé de ce film. Ouais, mais en fait le film avait plutôt bien fonctionné et avait eu même plutôt de bonnes critiques. D'accord. Il y avait quand même des gens qui trouvaient ça bien. Alors, en voyant Hurlevent, je relativise totalement Saltburn. Je pense que Saltburn est un film beaucoup plus détestable que Hurlevent. Hurlevent, ça reste, on va dire, plus académique. Saltburn, c'est n'importe quoi. Mais Saltburn, au moins, elle tentait elle tentait de nous faire ressentir des trucs. Elle essayait de faire un peu de la provoque. Il y a une scène notamment où Barry Keoghan fait l'amour avec un siphon. Oui. Un siphon. Non, moi je pensais à une autre scène. Avec dans la terre. Oui, qui est totalement inspirée pour le coup des hauts de Hurlevent. Bien sûr, oui. Oui, il fait quoi ? Il se masturbe au cimetière sur la tombe de son amant. Voilà, pardon, ça m'a fait... J'ai eu envie de vomir. Mais... J'en peux déjà plus de ce non mais Saltburn, vraiment, j'avais trouvé ça horrible. En plus, Saltburn, ça a essayé de faire un peu... il y avait un peu de nécrophilie. Oui, bah c'est ça, il y a cette scène un peu mais moi, attention à ce que je vais dire, mais la nécrophilie ne me dérange pas au cinéma. Non, elle est présente dans Les Hauts de Hurlevent, dans le roman original. Et elle est présente dans l'adaptation de Buñuel, où il y a une scène... Alors, c'est pas... Quand on dit nécrophilie, c'est pas... Non, mais voilà, il fait un bisou au cadavre de la femme qu'il aimait. C'est intéressant, ça, qu'elle utilise ce thème dans son précédent film, mais qu'elle l'utilise pas là, alors que c'est dans le livre original. On peut se questionner là-dessus. Tout à fait. Mais c'est pas TikTokable, c'est peut-être... C'est pas TikTokable du tout. Non, parce qu'en plus, elle a fait toute la promo sur le fait que le film allait être un peu sulfureux, un peu sexy, un peu kinky. Donc moi, je me suis dit, il y aura... En voyant ce qu'elle a fait dans Saltburn, je me suis dit, au moins, on va un peu rigoler, elle va un peu tenter des trucs. Et en fait, il y a que la scène d'intro, finalement, qui est un peu... provoque, où il y a donc il y a une pendaison publique, d'ailleurs au début c'est écran noir, on entend des gémissements, on croit que c'est une scène de sexe, la lumière s'allume,
Enfin, l'écran s'allume et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de... qui va se faire pendre. Qui est pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Mais non, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Tu vois, je me suis dit, ah, ok. Ok. Après, donc le mec, il est pendu, on voit qu'il a une érection. Je me suis dit, bon, bah, ok, c'est scandaleux, c'est pas mal, c'est un peu, Ok, voilà. on sait où on est, on y va. Eros, Thanatos, le désir, la mort, ok, on est là. Écoute, pourquoi pas, finalement, si... Et ben, c'est tout. C'est tout ce qu'on aura d'un peu provoque, parce que vraiment, tout le reste du film est d'un consensuel, mais vraiment, c'en est triste. Honnêtement. C'est l'encéphalogramme plat tout le long. Les personnages... Alors, Annelle, toi, tu as lu le roman de... Alors, je l'ai lu aussi, hein. Tu as lu? Bien sûr. Hein. Tu as lu Hurlevent? Bien sûr. D'accord. Et je l'ai même là, dans ma bibliothèque. Oh, c'est beau, ça. Eh oui. Bah, vous avez tous les deux lu Hurlevent d'Émile de Brontë, mais dans le livre, il me semble que les personnages sont détestables. Et là, je trouve... Enfin, ils sont Alors, ils sont détestables. Alors... Attention. Oui. Ah, je vais préciser ma pensée. C'est-à-dire que les personnages de Margot Robbie et Jacob Elordi dans le film sont détestables pour nous, mais je pense que la réalisatrice fait tout pour les sauver constamment. C'est-à-dire qu'elle essaye de nous les faire passer pour... elle leur donne elle les excuse tout le temps, en fait. Même, moi, il y a un truc qui m'a... Bon. Encore une fois, laissez-moi finir ma phrase. Vas-y. Et comprenez ce que je veux dire. Mais, à un moment donné, donc il y a ce moment du film où le personnage de Heathcliff, interprété par Jacob Elordi, se marie avec la sœur, enfin avec Isabella, et donc il la maltraite. Il le fait pour se venger de Catherine et machin. Sauf que Emerald Fennell, refusant de montrer son personnage dans qui soit trop négatif, ce personnage demande le consentement avant de violer. Enfin, et en fait, tu te dis, mais on est où là? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est totalement différent du livre. Juste à la sortie des Hauts du Hurlevent, ça a beaucoup fait parler les critiques de l'époque parce que évidemment c'était très provocateur. Les personnages, comme tu le disais, étaient détestables. C'était volontaire. Et Heathcliff va beaucoup plus loin dans le livre que dans le film. Non seulement il agresse sexuellement Isabella, il pend aussi son chien, ce qu'on ne voit pas dans le livre. Et Isabella, à aucun moment il lui demande son consentement comme c'est indiqué dans le film. Mais Isabella est devenue un peu une figure de la littérature britannique parce que elle finit par fuir. Elle finit par s'en aller et élever le fils qu'elle a eu de Heathcliff seule. Ce qui était rare dans la littérature de l'époque et dans la société à ce moment-là, c'était très tabou. Donc, le fait de changer totalement ce personnage, certes, c'est peut-être histoire de racheter le personnage de Heathcliff pour montrer qu'il est un peu plus... Bon, que cette version de Heathcliff est un peu plus attachant, on va dire. En fait, est-ce que c'est pas comme ce que le Gap disait elle l'a lu à 14 ans et elle l'a adapté comme si, avec ses sentiments peut-être, oui. De quoi? De toute façon, ça, elle l'a vraiment dit. Hein. Oui, c'est oui. réel. Hein. Non, mais et du coup, comme elle était amoureuse de l'image qu'elle se faisait de Heathcliff, en fait, elle a voulu le magnifier et du coup, elle a évacué totalement le propos féministe du truc. Quoi. Il y a tout déjà à l'écran. Enfin, on a des corps parfaits, des visages parfaits, tout est plastique. Enfin, il y a déjà un souci là-dessus, déjà. Oui. Enfin... Non, mais même pour revenir sur ce qu'elle a changé, le personnage de Heathcliff est un... alors, il est pas... on sait pas trop de quelle origine il est dans le livre, mais en tout cas, il est dit qu'il est racisé, soit asiatique ou noir, ou en tout cas, voilà. Et là, ce qui est intéressant, j'ai pensé tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle a whitewash Heathcliff en le faisant interpréter par Jacob Elordi, à la limite. Enfin, au vrai, elle fait ce qu'elle veut avec son adaptation, si elle veut pas adapter le livre et tout. Mais du coup, elle a rajouté des gens de couleur dans le film, donc et
Donc elle a whitewash les personnages négatifs pour les rendre positifs. Mhm. Et les personnages négatifs du film sont les personnages racisés. Oui. Je me questionne. Oui, on peut se questionner. Je me Mais questionne. aussi, juste, c'était très important dans le livre, le fait que Heathcliff était racisé, parce que c'est de là, c'est pour ça qu'il est maltraité pendant toute son enfance, et c'est pour ça qu'il devient la personne qu'il est plus tard. Brontë ne clarifie pas exactement d'où il vient, mais c'est indiqué de multiples fois qu'il est soit d'origine asiatique, comme tu l'as dit, ou possiblement noir, parce que le père de Heathcliff le récupère à Liverpool, qui était un des ports négriers de l'époque. Et donc, pour moi, c'est un aspect qu'on ne peut pas retirer de cette histoire, mais que malheureusement le cinéma a enlevé presque systématiquement à chaque fois. Et Pas Buñuel. oui, mais mais c'est quand même presque toutes les adaptations. Oui. Du coup, ça fait deux adaptations sur des dizaines. Et voilà, je trouve ça très dommage aujourd'hui de mettre un blanc, encore une fois, deux blancs, qui en plus ne sont pas exactement à l'âge des personnages, parce que Margot Robbie en plus est bien plus vieille. Catherine n'atteint pas la trentaine, elle meurt bien avant. Bon, ça encore, c'est pas si grave. Ça passe. Mais voilà, ça fait que le fond de l'histoire n'est pas le même. Ce qui n'est pas très grave si tu adaptes en faisant quelque chose de bien. Je pense qu'après, tu peux partir d'un matériau de base. Le problème pour moi, c'est que si tu décides de... En fait, le problème, c'est que ça, pour moi, ça résulte d'un truc qui est beaucoup plus... d'un mal qui est beaucoup plus profond, je trouve, dans les films hollywoodiens de cette époque. Je me permets de faire de faire là de prendre un pas de recul et de faire peut-être une analyse trop surinterprétée, mais je trouve que dans ce que fait Hollywood depuis une dizaine d'années, dans ses films à gros budget, dans tous les films états-uniens, il y a un espèce de libéralisme total qui fait qui en fait utilise qui sous couvert parfois de féminisme va vendre un virilisme encore plus exacerbé, et sous couvert de on n'est pas raciste, on voit pas les couleurs, crée un truc encore plus horrible. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en rigolant, mais au final, ça montre à quel point le film est colorblind. Enfin, je pense qu'en gros, comment il s'appelle, Edgar Linton, en fait, il est d'origine indienne, et la servante, elle est d'origine asiatique. Personne ne fait référence une seule fois à pourquoi ni comment. Tout le monde est pareil. En fait, on est tous pareils. Mais sauf que c'est tellement ancré, je pense que... Je vais pas dire qu'elle est raciste, mais je trouve ça fou. Je le note, encore une fois, que... tu vois, par exemple, la servante, elle est montrée un peu comme la méchante de l'histoire au final, puisque elle savait que Heathcliff entendait la conversation, et elle aurait choisi de pas prévenir Catherine pour que Catherine aille avec Edgar, et du coup pour qu'elle puisse s'élever socialement. Les deux. Mais à aucun moment on excuse cette servante qui est quand même dans une situation... elle est servante dans une horrible maison. En fait, oui, moi je comprends totalement que elle veuille, tu vois, elle veuille sauver sa peau. En fait, le film, pour moi, il est là. Pour moi, le film, il est pas... Il est là parce que tu fais une il y a absolument aucune notion il y a aucune notion de violence de classe dans ce film. Non, c'est ça. Ce qui est le cas dans le bouquin. Oui. Et omettre ça dans ton adaptation du livre, c'est un geste. Et je note. Mais je note. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un truc beaucoup plus latent des films hollywoodiens récents. Je trouve que ça saute aux yeux.
qu'on a une volonté d'évacuer tout ça et en même temps de faire de la spectacularisation. J'ai vu là j'ai vu une bande-annonce d'un film avec comment s'appelle cet acteur qui jouait dans Running Man là mince, qui jouait dans oui, le blond là, le blond. Vous voyez qui c'est? Glenn Powell? Pardon? Glenn Powell? Oui, Glenn Powell, tout à fait. Où c'était un film américain où il devait buter des héritiers pour toucher un héritage, machin. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de moment du cinéma C'est hollywoodien où soit on évacue, soit le seul truc de classe possible, c'est le meurtre et... bref. On en parlera plus tard. Je pense qu'on faudra qu'on parle de ce film qui sort le mois prochain. Ouais, ça peut être, ça peut être intéressant sur beaucoup de points. Oui. Mais ouais, non, et je trouve ça fou que, du coup, en fait, cette espèce de... Finalement, c'est un caprice de petite fille. Moi, je vois Margot Robbie, en tout cas le personnage de Catherine à la Emerald Fennell, qui est vraiment une petite fille capricieuse, mais avec qui on est censé avoir de l'empathie constamment. Et en fait, on est censé dire « Oh, la méchante servante, elle voulait une meilleure vie pour elle, alors qu'elle aurait pu faire en sorte qu'ils soient ensemble. » Alors qu'à aucun moment, à aucun moment, tu sens vraiment de l'amour entre les deux. Enfin, Et ce film est gênant. Non, mais voilà, je comprends pas où elle va. Mais d'ailleurs, c'est très marrant qu'elle ait vendu un peu... Enfin, ce film a été un peu dans la promotion, le truc sulfureux, du sexe et tout. Bon, cette personne ne sait pas filmer les scènes de sexe. Oui. Mais ça, voilà. On en a parlé il y a pas longtemps avec Michel Franco, qui lui sait le faire. On sent que So sait le faire, mais voilà, Christopher Nolan ne sait pas le faire, elle ne sait pas le faire non plus, mais bref, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, cette histoire est vendue comme une romance, alors que ce n'est pas du tout une romance à l'origine. La dark romance. Une dark romance. Et le fait de le sortir, donc ça c'était volontaire aussi, le jour de la Galentine's Day, donc c'est le lendemain de la Saint-Valentin, comme si on devait aspirer à ce type de relation. Et c'est une relation toxique du début à la fin, et Brontë voulait le démontrer, mais là on a l'impression que c'est vide. Voilà. C'est vide, y a pas, je sais pas où elle veut aller, je sais pas ce qu'elle fait. Mais personne ne sait ce qu'elle fait, et moi j'aimerais qu'on arrête de financer cette personne. Mais bien sûr, mais je suis totalement d'accord. Mais vraiment, moi... Et il faudrait que Margot Robbie arrête aussi. C'est vrai que Margot Robbie, là, c'est elle compliqué. Est sur un enchaînement. Ah, le run de Margot Robbie, il est dur, là. J'ai noté, bel enchaînement. Du coup, le Kogonada, l'année dernière, c'était son dernier film avant celui-là. Ouais. Et avant ça, il y avait, Barbie. Oui. Voilà. On souffle. Et encore pire juste avant. Et là, je vais faire grincer des dents, je suis désolé. Ah. Babylone. Oh, arrête. Moi, j'adore Babylone. Non, c'est horrible. Mais, un jour, on fera un épisode Babylone. Pour régler nos comptes. Mais vas-y. En live. Allez, je suis prêt. Allez. Je suis prêt à sortir. Vas-y. Y a pas de souci. Mais en tout cas, là, on est sur un sacré run de Margot Robbie. Je pense qu'il faut arrêter. Ouais. Et Jacob Elordi, par contre. Parce qu'on peut parler des choix de Margot Robbie, mais parlons du jeu d'acteur de Jacob Elordi. Évidemment, j'allais venir aussi, mais c'est catastrophique. Après, je sais pas ce qu'ils ont tourné en premier. Quand on est avec une aussi mauvaise cinéaste, peut-être. Déjà, que ça premièrement. Pas non plus envie de. Et deuxièmement, s'ils ont tourné en premier la partie où il a la perruque et la fausse barbe, peut-être qu'il s'est dit, bon. Je pense qu'on fait. Il faut que je vais pas me donner à fond pour ce film-là. J'ai pris le contrat après. Non, mais moi, quand il y a ce genre de truc, je me dis, mais attends, un plateau de cinéma hollywoodien est à 100 personnes. Personne lui dit. Il y a personne, lui-même s'est vu dans le miroir. Personne s'est dit, la fausse barbe et la perruque, ça marche pas. Encore une fois, ça reste dans le fait que ce film soit gênant. Mais oui, toujours le même... on dirait un mec qui s'est déguisé en Aragorn pour Halloween, quoi. Non, c'est très très dur. Puis en parlant des costumes, là encore, c'est pas du tout fidèle à l'époque.
Et ok, on peut essayer de faire, de remettre au goût du jour les tenues ou de totalement se détacher, mais au moins fais des costumes jolis. Là, les robes, elles étaient immondes. Là, il y a aucun effort. Ouais, bah c'est. Après, je peux pas te laisser dire ça parce qu'il y a quand même. En fait, elle porte du rouge à chaque fois, ce qui présage que elle va avoir du sang et qu'elle va mourir et que c'est déjà un fantôme. Et à un moment donné, il dit oh regarde, il y a un fantôme alors que c'est pas un fantôme. C'est infernal. Voilà. C'est infernal. Non, oui, non, mais pour vous faire Oui. ressentir mon moment sur le film, hein, c'était catastrophique. Moi, j'en pouvais plus. Mais est-ce que c'est. On le dit souvent, ce genre de truc qu'on dit souvent comme ça. Oui, j'ai failli quitter la salle. J'ai pas quitté Oui. parce que on en parle dans ce podcast, mais Oui, c'est vrai que tu en te dis à vrai, quoi bon. si on avait, je vous le dis, si on n'avait pas le podcast et si on s'était pas dit on fait ce film, déjà, je pense que je serais pas allé le voir. Et j'aurais peut-être quitté parce que j'avais mieux à faire quand même. J'aurais quitté la salle depuis très longtemps, mais bon. En plus, c'est la deuxième fois que un film avec Margot Robbie nous fait cet effet-là. Hein. Là, C'était quoi le titre du film de Big Coconut Ball, The Big Ball Beautiful Journey, voilà, qu'on avait chroniqué dans Drapeau Rouge, où pareil, c'était infernal. Au moins, là, il n'y a pas de placement de produit dans ce film. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou de mettre un placement de produit Burger King. Ça aurait été dingue. Non, mais à la mais- limite, ça m'aurait peut-être fait rigoler. Ouais, c'est clair. Comme dans Rrr de Alain Chabat, où ils font un placement de produit Darty, où en fait, c'est un. Mais oui. À un moment donné, il y a un cauchemar. Ils auraient pu faire une scène comme ça, Mais oui. qui est une très bonne C'est scène. vrai qu'Alain Chabat, il y a toujours des petits placements de produits comme ça, je me rends compte. Est-ce que Là, c'est ça des y est, c'est placements le cas. Ouais. Je pense pas que ce soit du placement de produit. Non, je pense que c'est juste. Dans La Cité de la Peur, il y a la voiture, là. Ouais, la Renault. La Renault machin, ouais, je sais pas c'est quoi. Ou Peugeot? Non, c'est Renault, mais ça commence par un L. Le... Ah, je l'ai pas. L- Laguna? Non, c'est pas Laguna. C'est un modèle qui n'existe plus. On est vraiment en train de parler de ça. Oui, c'est fou. Euh... Tout pour ne pas parler de Hurlevent. Et alors, oui, bah écoute, oui, je voulais commencer. Bon, du coup, j'ai pas dit, mais j'ai même pas envie de parler de ce film. Bah écoute, on a fait ce qu'on a pu. On hein. l'a fait, on l'a fait. On l'a Ah, fait il y a très Annelle bien, qui veut d'ailleurs. rajouter quelque chose. Oui, pour parler de la musique aussi, parce que la musique était pénible. Attends, non mais... Attention. Attention. Parce que- Non, je pense que écouter à côté Oui, du oui. film, elle peut être intéressante, mais là, c'était presque trop souvent, j'ai trouvé. Ah oui, non mais oui, Et en déjà, plus, comme elle fait que chanter, c'est pas l'instrumental. On a l'impression que Charlie XCX aussi nous raconte ce qui est à l'écran. Et c'est comme dans les séries de télé-réalité où les personnes, enfin les stars vont à la plage et puis après t'as la musique Let's go to the beach. Ouais. Là elle va voir Heathcliff et c'est genre je vais voir mon amoureux. Ouais, non, mais c'est- Mais parce que l'album est plutôt bien. Moi, je l'ai écouté avant de voir le film et j'ai beaucoup aimé l'album du coup Wuthering Heights de Charlie XCX, inspiré du film. Mais là, j'ai plus envie de l'écouter parce qu'effectivement, pendant le film, c'est utilisé comme pour un nanar, quoi. I think I'm gonna go die in this house. C'est Bien sûr. Terrible. C'est horrible. Et c'est un peu la faute de Charlie XCX, hein, aussi. Pourquoi tu chantes ce qu'on voit à l'écran Oui. Enfin bref. J'invective, elle y est pour rien, mais... Et il y a aussi ce plan dégueulasse auquel je pense beaucoup. Ah. Le plan où on voit le père mort par terre entouré de bouteilles. Il est immonde. Non, mais et aussi le père, le plan où on voit quand elle revient et qu'elle voit le père qui a vraiment... qui a vieilli et qui a des dents... Genre, c'est la pauvreté, enfin, la vision de la pauvreté de Emerald Fennell, quoi. Oui. C'est genre, le mec, il a des... C'est même plus des dents, c'est des bouts de bois et... Mm. Enfin, dose. Those. Dose. C'est un enfer. Mais je pense que j'aurais préféré qu'on parle du marsupilami. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait dû parler du marsu. Putain. C'est vrai. On t'aura Philippe Lachaud. Moi, Philippe Lachaud, j'aime bien en plus. Oui, c'est vrai, toi t'aimes bien, toi. Ouais. Ok, ouais, tu y trouves quelque chose. Bah oui, mais moi j'aime. Moi, j'aime. Mais en fait, c'est vrai que je me suis posé la question, je regardais le bingo, une vidéo bingo de PAF sur YouTube il y a pas longtemps, que je salue par ailleurs. Et en fait, il y a un truc dans le bingo qui est tu détestes, mais tout le monde aime. Et j'ai du mal à trouver des films que je déteste vraiment. À part Big Ball, Beautiful Journey et Soulburn.
mais qui sont des mauvais films, tu vois. Enfin, oui, bref. non, c'est pas. Mais il y a très peu de films que c'est j'aime pareil, pas. c'est pas des films que. Il y a pas de films que je déteste. Il y a des films qui me sont indifférents. Mm. Et qui sont très mauvais. Enfin, voilà. Mais oui, il y a pas de détestation. Mais tout ça pour dire que je pars toujours, quand je regarde un film, avec un sentiment positif. Oui, J'aime moi le aussi. cinéma, je suis toujours content de voir des films. À part quand je vais voir des films du S-Word. Voilà. Et donc, du coup, je suis très énervé. Moi, il y a même des films de Spielberg que j'aime pas. Oh, t'as dit le nom. J'ose. Tu l'oses. Il y a des films du S-Word que je n'aime pas et j'y trouve quand même des trucs. Tu vois, je veux pas être dans une Non, posture mais bien de sûr. détestation. C'est faux. On plaisante. J'aime le cinéma, j'aime voir des films. Il y a toujours un truc qui va me plaire. Ça reste, j'ai quand même une faiblesse pour ça. Peu importe, même devant les trucs les plus putassiers, je peux trouver mon compte. Et donc du coup, je suis d'autant plus énervé quand je vois des films comme Hurlevent ou Saltburn. Parce que vraiment, c'est des moments où je n'ai rien à me mettre sous la dent. À C'est part ça. la scène d'intro. C'est énervant. La scène D'accord. d'intro où il y a un peu une idée, il y a quelque chose qui se passe, mais après plus rien pendant 2 heures. Ouais. Et moi je refais un constat amer, un peu surinterprétation, peut-être exagéré, je suis peut-être dans l'émotion, je sais pas, mais moi ce qui en plus m'attriste, c'est qu'on market ça pour les femmes, pour les jeunes femmes encore plus. Et est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos femmes? Est-ce que c'est tout ce qu'on a à leur apporter en tant que société? Après, j'ai l'impression que les retours de Oui, du oui. Levant sont plutôt positifs. Et dans la salle où on était, les gens avaient l'air, ils étaient dévastés déjà par Oui, la ils étaient fin. tous Tout le en train monde de pleurait. pleurer. Et donc peut-être que on est trop négatif là-dessus. Non, moi honnêtement, je pense que vraiment c'est un mauvais film dans tout ce qui est. En fait, Je pense que ces gens sont tout simplement aliénés. non, mais c'est ok. On n'a pas tous le même rapport à l'art et c'est ok. Non, mais je veux dire. En plus, c'est vrai, moi, chacun, tu vois, que ce soit des jeunes de 15, 16 ans qui s'en foutent du cinéma, qui vont voir 3 fois des films. Oui. C'est pas grave, en fait, on peut aimer, il y a des mauvais films qu'on aime, on est tous chacun sur un chemin, et puis au début, on aime les mauvais trucs, et puis on découvre. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand Enfin, ce qui m'énerve là-dedans, c'est quand on vend Oui. vraiment de la mauvaise qualité, avec des messages détestables, et que tout le monde fait comme si tout allait bien. Mais non, parce que les gens ont déjà été assez aliénés à force de regarder des films ou des séries de merde sur Netflix, qui sont dans cet acabit-là, et du coup, oui, voir un film comme ça, c'est dans la même lignée. C'est ça, mais en plus on Y est a dans pas une de- régression, on en parlait Anaël, notamment avec la dark romance, et en fait pour moi la polémique elle est pas au bon endroit, la polémique elle est pas qu'il y a des scènes de sexe et que les jeunes lisent du sexe, la polémique elle est dans le truc Non. qu'on vend une vision de l'amour totalement rétrograde comment ça s'appelle le truc à la mode, la wife, comment on dit? La tradwife. Ouais, ce concept de la tradwife qui est donc femme traditionnelle qui reste à la maison pendant que le mari va travailler et elle doit s'occuper de la maison des enfants. C'est quoi cette hype là? J'ai pas. Bah en fait, c'est le truc de la tradwife, c'est en gros une trend qui est en train de revenir qui est revenu, ça fait plusieurs mois maintenant, plusieurs années que c'est revenu, D'accord. qui commençait, en gros, t'as des TikTok sur Instagram, des influenceuses tradwife qui vantent les bienfaits de la vie de femme au foyer. Donc il y a tout ça, et ensuite donc cette nouvelle tendance de la dark romance qui est de mettre en scène des histoires d'amour où la femme est constamment, comment on dit, soumise, où on a une vision très soumise de la femme, soumise à que ce soit, tu vois, 50 nuances degrés par exemple, Oui, ça a commencé on est- par là. On est dans la même veine, non? Où on est dans des trucs où voilà, c'est l'homme, le fantasme sur l'homme de pouvoir, sur l'homme riche, sur l'homme qui va t'apporter des trucs, et en fait on est en train de vendre ça aux jeunes femmes occidentales. Oui, non, mais c'est. Attention, hein, ce qu'on vend aux jeunes hommes c'est pas mieux, Mais bien sûr. mais en fait c'est ça qui est On est horrible, tout à c'est fait qu'on d'accord. vend aux jeunes hommes la vision de l'homme qui est dans les dark romances, et on vend, en fait
on est c'est terrible ce qui se passe. Je veux pas faire de constat alarmant, mais culturellement, on est dans un moment où c'est... Alors qu'on est à une époque où tout est possible, où tout le monde, on peut voir vraiment tous les films de tous les pays, de toutes les époques. Qui est fou. Éduquez-vous, éduquez vos enfants. Et arrêtez de regarder ce genre de merde. Ou regardez-les, mais en fait, toujours pareil, c'est avec un esprit critique. Il y a un esprit critique sur... Si tu peux le regarder... Ce que vous regardez, vraiment, il y a un esprit critique, sauf que... Mais non, mais la plupart des gens, malheureusement... ont tellement été aliénés qu'ils avalent ce genre de truc et je veux pas, c'est pas un constat, si c'est un constat pessimiste, si bien sûr, ça l'est, c'est terrible, mais ça l'est, oui. Les gens sont gobes et mangent, bouffent toutes ces merdes de séries de merde et il y a aucun esprit critique, aucun, que ce soit sur le message ou que ce soit sur artistiquement, il y a rien. Il n'y a rien. On est dans la définition bête et méchante du divertissement qui est on vous en attendant la mort, quoi. On vous fait penser à autre chose en attendant la mort. La société du spectacle. Et en vendant en même temps du merch et une vision de vie horrible. Mais bien sûr, ça fait partie. Voilà. Mais oui, et oui. Donc, et d'ailleurs, j'aimerais revenir en parlant de ça. Quand on parlait du gâteau du président, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, bref. On parlait du fait qu'il y avait des portraits de Saddam Hussein partout. Il y a des portraits d'Emmanuel Macron dans tous les établissements officiels de la France aussi. Voilà, je voulais juste, remettre l'église au centre du village. C'est vrai qu'on aurait pu en discuter. On est dans un culte de la personne, le président de la République, le dictateur. J'ai toujours trouvé ça assez... Je relativise pas, hein. Je note, c'est tout. Non mais c'est vrai, c'est un point, j'ai toujours trouvé ça dingue, mais depuis tout petit d'ailleurs. Moi au collège quand j'ai... Ah putain, le portrait de Chirac. Bah oui, bien sûr, Chirac était partout. C'est ça, c'est dingue. Les portraits de Chirac. Pas dans ma ville. Il y avait pas Chirac dans ta ville? Bah pas dans mon école. Ah bon, il y avait qui? Il y avait non mais Chirac. C'est dans les trucs, c'est dans les... Bah moi j'ai pas du tout de souvenir de portrait de Chirac. Ah ouais? Ouais, mais j'ai peut-être eu de la chance. Après, normalement, dans tout bâtiment officiel, genre les mairies, tout ça, t'as... Après, moi, je viens de Nice, il y a littéralement une statue de Chirac qui a été faite, donc peut-être que... Après, Nice, c'est fou. Pardon. Il y a littéralement des drapeaux israéliens sur la mairie. Bah écoute... Nice, on est sur un truc à part. On choisit pas ses représentants. Et je l'aimerais jusqu'à ce qu'elle me tue. Bien sûr. Mais bref, sur ces belles paroles et sur ces tristes constats, nous allons nous quitter. Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. Oui, on va se quitter sur ça. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et recommandez ce podcast à au moins 3 de vos connaissances. Ouais, si vous ne faites pas... je sais pas, j'ai essayé de faire comme les anciens trucs Facebook, là. Si vous faites pas ça, la dame blanche viendra vous tuer. Voilà. De quoi? Heathcliff reviendra vous tuer. Non, mais ouais, écoutez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Voilà. Et merci à Naël. Merci à Naël Jonah, autrice. Merci Drapeau Rouge. Merci d'avoir été encore une nouvelle fois avec nous. Tout à fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du nouveau film de Josh Safdie, Marty Suprême, avec Timothée Chalamet. Et on va peut-être faire aussi le rêve américain d'Anthony Marciano. Ouais. Puisque ça discute un petit peu. Ça a du sens. Ouais, voilà, ça part du rêve américain. Il y a un point à faire là-dessus. Des histoires vraies sur des sportifs. Il y a du... J'espère que c'est quand même mieux que là. Je pense. Oui, ça va être sympa, je pense. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Gros bisous. Bisous. Ciao. Ciao.